donc après 13 jours de discussion. On rappelle que vous êtes député d'opposition. Votre réaction par rapport à cette décision du Premier ministre? Alors je disais que aussi bien sur la forme que sur le fond, je ne suis pas du tout surpris par cette décision, je ne suis pas étonné. Quand on a vu la tournure que prenaient les événements, la lenteur des travaux, on avait parfaitement compris que le gouvernement aurait actionné l'article 49.3 qui lui permet de faire passer son projet de loi par la force. Simplement, je voudrais considérer que cette décision est un véritable coup de tonnerre dans le ciel politique français, mais c'est surtout un coup de poignard que le Premier ministre et le gouvernement ont donné à la fois à la majorité en place, mais aussi à la démocratie d'une manière générale, puisque le gouvernement dispose d'une majorité largement suffisante à l'Assemblée nationale pour pouvoir envisager de conduire les travaux à leur terme qui avaient été fixés à la date du 6 mars. Il se trouve que la frilosité ambiante a fait qu'ils ont pris une autre décision. Je dis que c'est vraiment dommage pour le débat démocratique. Édouard Philippe indique, je cite, on l'a entendu dans le sujet tout à l'heure, que c'est non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat. Et il rajoute à un Parlement privé de sa fonction éminente, donc de faire la loi. Alors, le gouvernement n'a-t-il pas eu tout de même raison, car on était dans une situation de blocage? Alors, le gouvernement s'est retrouvé dans une situation de blocage qu'il a lui-même engendrée. Quand on relit les avis du Conseil d'État, quand on relit les avis des organisations syndicales, quand on relit les avis des professionnels de santé, les avocats, les enseignants, on a tous compris que ce projet de loi était immature, qu'il n'était pas suffisamment préparé. Quand on voit que le gouvernement décide de mettre en place la conférence de financement de ce projet des retraites, après le début des travaux à l'Assemblée nationale et la conclusion de la conférence de financement sera connue après les travaux des députés, on se dit que là, on a mis la charrue avant les bœufs. Donc il ne faut pas que le gouvernement soit surpris. Et lorsque le Premier ministre parle de non-débat, je voudrais véritablement qu'il se pose des questions de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce non-débat. 2 motions de censure ont été déposées à la fois par des députés de droite et de gauche. Quelle marge de manœuvre reste-t-il, sachant qu'il est quasi impossible de renverser ce gouvernement, vous l'avez dit, largement majoritaire à l'Assemblée? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le en même temps du président Macron qui lui permet de mettre ensemble la gauche et la droite réunies sur des causes qui normalement auraient dû les séparer. C'est dommage par ailleurs qu'on n'ait pas réussi à déposer une seule motion de censure, mais quand même on saurait a priori que ces 2 motions de censure n'auraient aucune chance d'aboutir. Il était important pour les différentes oppositions au sein de l'Assemblée nationale de marquer profondément leur désaccord à la fois avec le projet, mais également avec la méthode utilisée par le gouvernement. De toute façon, les explications vont continuer dans la rue parce qu'il y a déjà des appels à manifestation. Nous allons continuer par tous les moyens possibles et imaginables pour que les Français finissent par véritablement comprendre que ce projet ne va pas du tout dans le sens de leurs intérêts. Est-ce qu'il y avait des propositions d'amendements spécifiques au territoire? Est-ce que vous en aviez? Alors vous savez que, comme souvent nous le disons, dans les études d'impact, les Outre-mer sont régulièrement oubliés. La délégation aux Outre-mer a dû demander la mise en place d'une mission flash pour qu'une attention particulière soit portée aux conditions des retraites dans les Outre-mer. Et nous avons réussi à exiger que dans la rédaction des ordonnances, puisque les Outre-mer ne sont pas explicitement identifiés dans le projet de réforme, il était prévu que pour ce qui nous concerne, on passe par des ordonnances. Donc nous avons réussi à exiger que à la fois les acteurs locaux, mais également les parlementaires soient associés à la rédaction de ces ordonnances. Nous avons déposé des amendements qui se trouvaient quasiment à la fin du texte, à l'article 64. On n'aura pas l'opportunité de les défendre, mais on espère que le gouvernement saura tenir sa parole pour que nous soyons associés à la rédaction de ces ordonnances. Très rapidement, un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup parler un peu partout dans le monde. La Guyane aussi a cette crainte de voir arriver ce coronavirus. Pour vous, en tant que député, c'est impossible de pouvoir tout simplement arrêter ce virus aux frontières naturelles que l'on possède. Alors, on va bannir le moins possible de notre vocabulaire. Simplement, ce que je voudrais rappeler, c'est que j'ai adressé à M. le Préfet un courrier pour demander quelles étaient les dispositions particulières qui avaient été prises pour le territoire de la Guyane, puisque dans ce qui avait été annoncé par l'ARS, on ne faisait que reprendre des préconisations qui font sens sur le territoire de France hexagonale. Et nous avions fait remarquer qu'on a des populations qui n'ont pas forcément accès aux moyens modernes de communication. Nous avons des frontières qui sont très faciles à franchir. On ne sait pas qui rentre et qui sort. Et à cela, j'ai une réponse qui ne m'a pas
pas du tout plu. Et donc je vais relancer la question auprès du préfet et auprès du gouvernement. Mais il est évident que sans pour autant sombrer dans la psychose, il faut que nous soyons extrêmement vigilants parce qu'on l'a suffisamment dit, le virus ne s'arrête pas aux frontières. Et on comprend bien, Serge, que pour vous, le débat n'est pas terminé concernant cette réforme des retraites. Merci d'avoir répondu à C'est notre moi qui vous invitation. remercie. Et on poursuit.